Ouh, les gratouilles. Ouh, oui, les gratouilles. Ouh, c'est agréable. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de La Prof 3D. Je suis Chloé et merci beaucoup d'être ici. Merci aussi beaucoup de l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir sur qu'est-ce que c'est la 3D. Aujourd'hui, on va entrer dans du plus concret. On va commencer notre premier projet qui va être la création d'un objet 3D, d'un livre de magie plus exactement. Je peux vous donner un petit aperçu déjà de ce que c'est. Vous pouvez le voir s'afficher ici ou ici, quelque part autour. Première question à laquelle il va falloir répondre. Sur quel logiciel on va travailler? Alors personnellement, je suis plus habituée à travailler sur 3ds Max, qui est un des logiciels 3D d'Autodesk. C'est donc sur celui-ci que je vais faire la plupart de mes tutoriels. Mais il faut savoir que 3ds Max est payant, sauf si vous êtes étudiant dans certaines écoles qui ont un partenariat avec Autodesk, que je vous invite à vérifier sur le site d'Autodesk pour ceci. Je pourrais le mettre en description si ça vous intéresse. Il est aussi possible de tester le logiciel pendant, je crois, un mois pour essayer. Mais il existe d'autres logiciels 3D qui sont tout à fait accessibles. Par exemple, un autre logiciel 3D aussi d'Autodesk qui est assez connu et utilisé, c'est Maya. Et un autre logiciel qui n'est pas du tout d'Autodesk et qui est cette fois-ci gratuit et que je vous conseille d'utiliser si jamais vous n'avez pas les moyens de vous payer une licence, ce que je comprendrai tout à fait, et bien c'est Blender. Il est vraiment très bien, donc vraiment foncez si vous pouvez, si ça vous intéresse ça. Pourquoi je suis sur 3ds Max? Puisque c'est aussi un des plus utilisés en industrie, notamment pour tout ce qui est environnement, props, donc les objets du décor, etc. Donc mon métier, c'est pour ça que je suis dessus. Maya, donc l'autre logiciel d'Autodesk, lui est plus utilisé pour tout ce qui est personnage et animation. Blender a aussi quelques années derrière lui, mais ça ne fait que quelques années qu'il a atteint les compétences, les capacités des logiciels comme 3ds Max et Maya, voire les dépasse sur certains points. Donc c'est pour ça qu'il est très intéressant de regarder ce qu'il fait. Moi-même, je pense essayer de me former sur Blender dans les prochains mois. Donc n'hésitez pas à revenir pour voir ça. On fera sûrement un programme ensemble pour apprendre à maîtriser ce logiciel. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va partir sur du 3ds Max. Donc quand vous lancez le logiciel, vous avez cette interface ici avec un petit bandeau automatique qui s'ouvre à chaque ouverture de 3ds Max, tout à fait. Si jamais il vous embête, vous voyez en bas à gauche, vous pouvez le décocher et il n'apparaîtra plus aux prochaines ouvertures. Vous avez aussi un petit message de sécurité, normalement tout va bien, en tout cas chez moi tout va bien, ok. Ensuite, vous arrivez sur cette interface. Donc, c'est l'interface de 3ds Max. L'interface de 3ds Max, ça, c'est cette particularité qu'elle peut faire un petit peu peur, contrairement à Maya, voire à Blender, qui ont des interfaces beaucoup plus récentes. Personnellement, moi, j'adore ça parce que j'aime bien avoir des boutons partout et savoir exactement où sont mes outils. Et j'utilise pas beaucoup de raccourcis. Mais voilà, ça, chacun ses préférences. Si vous préférez avoir des raccourcis partout, Blender est fait pour vous, typiquement. Donc, 3ds Max, c'est plutôt des boutons partout, mais on verra qu'on ne va pas tous les utiliser, puisque 3ds Max, à la base, c'est un logiciel qui est fait pour plein de métiers différents, pour l'animation, pour l'architecture, pour plein de choses, dont le jeu vidéo. Et je vais vous montrer, au fil de tuto, quels sont les outils les plus utiles et les plus adaptés aux jeux vidéo. Donc, quand on arrive ici, on a une barre d'outils principaux assez classiques qu'on retrouve dans beaucoup de logiciels avec fichiers, nouveau, reset, open, etc. Donc ça, c'est souvent commun à la plupart des logiciels graphiques. On verra quels boutons on utilise plus que d'autres, bien sûr. Ensuite, vous avez une liste de boutons un peu plus précis, ici, qui sont directement désignés par des icônes. Donc même chose, on ne va pas tous les utiliser, et je vous montrerai les principaux qu'on va utiliser. Mais typiquement, vous avez le undo et redo, qui permet d'annuler la dernière action que vous avez fait, ou au contraire, de la refaire si vous l'avez annulée. Vous avez ensuite le bandeau. Si jamais le bandeau chez vous n'est pas présent,
vous pouvez le faire apparaître en allant dans Customize, Show UI, excusez-moi, Customize, Show UI, et c'est le ribbon ici. Vous pouvez l'activer et le désactiver. Donc on ne panique pas si on n'a pas cette partie de l'interface. Elle est là. On peut la faire apparaître. Alors ensuite, à gauche, vous avez l'intégralité des objets qui sont présents dans votre scène. Donc pour l'instant, on n'a rien du tout, donc la liste est vide, mais c'est globalement une liste. On verra tout à l'heure quand on créera des objets, on verra qu'il y a des objets qui vont commencer à apparaître dans la dite liste. Si jamais vous ne l'avez pas, on ne panique pas, même chose, c'est le bouton ici, Toggle Scene Explorer, qui permet de le faire apparaître ou disparaître, ou d'en avoir 10 si vous voulez autour de vous. Et je viens de faire n'importe quoi. Reviens, reviens, reviens. Attendez, normalement, ils sont où les 3 petits points? Ils sont là. Pouf. Si jamais vous faites comme moi cette erreur de placer n'importe comment votre interface, sachez qu'il faut viser les petits pointillés, les doubles séries de petites pointillés, là par exemple celle-ci, pour débloquer, hop, une fenêtre et l'enlever. Voilà. Et je reviens à l'état neutre. Au centre, vous avez votre scène. Par défaut, il y en a 4 qui montrent différentes vues. Personnellement, moi, j'aime bien travailler sur une seule grande scène et avoir plus de place pour ma vue. Pour en afficher qu'une seule grande, il faut appuyer sur Alt W. Alors, vous voyez, avant d'appuyer sur Alt W, vous voyez que quand je clique, ça met un contour jaune autour de ma scène qui est sélectionnée. Et du coup, si je fais Alt W, c'est cette scène-là qui va ouvrir en grand. Donc là, je vais me mettre sur perspective, celle en bas à droite. C'est souvent la plus pratique pour travailler par défaut, même si les autres sont pratiques en fonction des circonstances. Donc Alt W pour l'agrandir en grand, et du coup, j'ai une grande scène dans laquelle travailler, ce qui est quand même beaucoup plus clair pour la lisibilité. Très bien. À droite, vous avez les outils de modélisation. Donc ça va être les outils qui vont nous permettre de créer des objets en 3D et de les modifier, de les sculpter pour qu'ils deviennent ce dont on a envie qu'ils deviennent, hein, au final. Par exemple, un livre de magie, comme on verra plus tard. Et aussi pour les préparer à l'exportation pour un moteur de jeu. Ensuite, en bas, vous avez la timeline qui permet de faire des animations quand on en a besoin. Donc ça, ce sera pour un projet futur, hein. On va pas tout de suite animer des choses. Déjà, on va essayer d'apprendre à faire des cubes, hein, chaque chose en son temps. En bas, vous allez avoir donc tous les outils d'animation, mais aussi les coordonnées de votre objet. Donc pour l'instant, on n'en a pas, du coup les coordonnées sont grisées. Mais on y reviendra plus tard quand on aura des objets parce qu'on va en avoir besoin. J'aimerais vous montrer les différentes vues possibles justement. Donc là, vite fait, je vais créer une tipote au milieu de ma scène. Je vous montrerai comment on fait ça après. Mais j'aimerais vous montrer les différentes vues possibles dans notre scène. Donc par défaut, je suis en perspective. Donc c'est la vue normale, la vue qu'on a dans la vraie vie. Mais si je clique sur le mot perspective, justement, en haut à gauche, je peux voir de ici à ici que j'ai différentes vues possibles. Donc la vue orthographique, hop, une vue top, parfaitement de top, une vue du dessous, une vue de face, une vue de derrière, une vue de gauche, et une vue de droite. Vous voyez que ma tipote d'ailleurs, quand je regarde la vue de droite, et ben en vrai c'est la vue de face de ma théière, mais c'est quand même la vue de droite de ma scène. Mais c'est tout simplement, je vais me remettre en perspective, parce que quand je l'ai créé, je l'ai pas créé dans le sens du monde. Le monde il a un nord, sud, est, ouest. Et ben typiquement, ma face elle est là, mon arrière est ici, ma droite est ici, ma gauche est ici. Et j'ai mis ma théière de profil par rapport au nord, sud, est, ouest de ma scène. C'est pour ça que quand je suis en vue droite, et je vois l'avant de ma théière, tout simplement. Pour se déplacer dans votre scène, il faut faire un clic-molette sur votre souris, au centre là, pouf. Alt clic-molette permet de pivoter autour de sa sélection. Donc là, c'est ma tipote. Et pour zoomer, juste je roule ma molette. Et je zoome. Si jamais vous êtes perdu très très loin dans votre scène, n'hésitez pas à appuyer sur Z pour rezoomer automatiquement sur votre sélection. Si jamais vous n'avez pas d'objet sélectionné, ça va zoomer sur la grille centrale, donc sur le 0, 0, 0, votre origine de votre scène. Donc c'est très pratique aussi. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Comment se déplacer
pivoter et changer les dimensions de notre objet. Justement, j'ai ma théière, donc hop, je vais vous montrer quand même comment on fait. On sélectionne ici dans l'onglet Create, donc c'est l'onglet de création d'objets, le sous-onglet géométrie, parce qu'on fait, des objets en géométrie, c'est-à-dire avec des polygones. Si jamais vous ne voyez pas ce que ce sont des polygones, des edges et des vertex, je vous invite à retourner voir la première vidéo. Donc, et vous avez une série d'objets de base, donc une box, un cône, une sphère, etc. Et moi j'ai utilisé la tipote. Et pour la créer, j'ai cliqué glissé et hop, ça me crée une tipote. Vous voyez aussi à gauche que je commence à avoir la liste des objets qui sont présents dans ma scène. Et je peux venir sélectionner la première ou la seconde tipote en fonction de ce que je veux faire. Pour déplacer ma tipote, admettons que je ne l'ai pas mis au bon endroit, la seconde tipote, je peux utiliser la touche W. Hop, pour faire apparaître le gizmo de déplacement. Il est aussi présent ici, en haut, au niveau de l'interface. Hop. Et du coup, maintenant, je peux le déplacer selon l'axe qui est actif. Hop. L'axe actif, c'est celui qui est marqué en jaune à mon écran. Vous voyez, quand je passe ma souris sur les différentes flèches, elles passent de jaune à leur couleur de base. Et si je me rapproche du centre, là par exemple, je suis à la fois sur X et Y. Si je me mets ici, je suis à la fois sur Z et X. Mais par contre, pas moyen de bouger sur Y. Ici, c'est Z et Y. Et pas moyen de bouger sur X. Et si je me mets sur le petit carré central, je peux bouger dans tous les sens de façon très libre. Je vous parlais des coordonnées aussi tout à l'heure. Donc là, je bouge avec mon gizmo. Donc le gizmo, ce sont ces trois flèches, ces trois axes. C'est un rappel du nord, sud, est, ouest, mais aussi en trois axes, d'où la 3D, 3 dimensions, parce qu'il y a aussi la hauteur. Il n'y a pas que le nord-sud. On travaille aussi avec la hauteur, l'axe Z, hop, pour pouvoir le monter. Donc un gizmo, ce sont ces trois flèches pour pouvoir se déplacer en 3D. Les coordonnées de mon objet 3D, c'est-à-dire sa position dans l'espace, dans ma scène en fait, il est actuellement en 43X, en 83Y et en 1Z. Hop, vous voyez, si je déplace, les coordonnées changent. Je peux aussi venir les changer directement. Si je veux qu'il soit pile à 5 de hauteur, il sera pile à 5 de hauteur. Très bien. Donc admettons, je l'ai placée où je voulais. Maintenant, je voudrais pouvoir la pivoter. Alors pivoter, donc pour rappel, déplacer c'était W. Pivoter, ça va être E, pour avoir le gizmo de rotation. On retrouve les trois axes. On retrouve aussi un bouton pour passer en mode pivot, pardon, en mode rotation, c'est mieux, juste ici. Donc on retrouve les trois axes. Quand ils sont jaunes, c'est qu'ils sont actifs, donc hop, je peux choisir de les bouger sur l'axe que je souhaite. Même chose au niveau des coordonnées. Maintenant, mes coordonnées sont pour les angles, c'est-à-dire que si je remets 0, hop, 0, je change l'orientation de ma tipote. Les coordonnées changent en fonction de l'outil de déplacement, rotation ou mise à l'échelle que vous avez de sélectionner. Donc, hop, typiquement, je voudrais qu'elle la mette pile à 90 degrés. Hop, 90 degrés, et voilà. Magnifique. Mais j'aimerais qu'elle soit toute petite par rapport à la tipote bleue. Très bien. Du coup, je vais utiliser le troisième gizmo de transformation, c'est-à-dire le gizmo de mise à l'échelle, le scale. Donc cette fois-ci, c'est R, le raccourci, ou encore une fois, ici, vous avez le bouton si vous le souhaitez. Donc c'est comme pour les trois autres gizmos, vous avez accès aux trois axes différents, à 2 axes par 2 axes par 2 axes, ou les trois en même temps. Oui! Même chose, vous avez aussi le scale ici, hop, qui est disponible. Donc par défaut, il n'y en a qu'un de disponible pour pouvoir grossir ou rétrécir votre objet de façon homogène. Si jamais vous ne voulez pas le faire tout d'un coup, vous pouvez changer les options ici. Donc sur le bouton de scale, si vous restez appuyé avec votre clic gauche, vous allez ouvrir les options de scale. Donc le premier permet de changer indépendamment chacun des axes. Oui, si vous voulez aplatir ou allonger votre objet sur un axe, sur un second ou sur un troisième.
comme la 3D. Bref, pardon. Et vous avez le troisième mode qui, pour ma part, je ne l'utilise quasiment pas puisque vous allez voir ce qu'il fait. Hop. Il enchaîne un grossissement avec un autre. Donc je trouve qu'il ne permet pas une maîtrise de ce qu'on fait. Donc j'utilise très très peu. D'ailleurs, si jamais à un moment vous vous rendez compte que votre objet se change de taille bizarrement quand vous voulez simplement le grossir de façon uniforme, vérifiez bien que vous n'êtes pas passé dans ce mode de grossissement. Et repassez dans le premier si c'est le cas. Hop, vous avez plus de maîtrise, vous pouvez choisir sur quel axe vous voulez agir. Je suis désolée, ma souris a des problèmes en ce moment, il faudrait que je la change. Voilà. Donc voilà pour les systèmes de déplacement, rotation et mise à l'échelle. Bon, maintenant qu'on sait déplacer, pivoter et mettre à l'échelle notre objet, ce serait intéressant de savoir à quoi correspondent ces 43, 80 et 5. 5 quoi? 5 cm, 5 plumes de pigeon, enfin voilà, c'est pas clair. Et au début d'un projet, il faut que vous disiez à votre logiciel 3D quelles unités justement de mesure utiliser pour qu'il fonctionne correctement avec les moteurs 3D. Donc pour ça, on va aller dans Customize, Unit Setup, donc pour mettre en place ces unités. Vous allez vérifier que vous êtes bien en Generic Units et vous allez appuyer sur System Unit Setup pour pouvoir justement définir ces Generic Units. Je vous conseille de rester en Generic Units et pas de passer dans les autres qui sont disponibles puisque je trouve que ça bug beaucoup moins quand on passe par ici. Voilà. Ça a peut-être été corrigé depuis, mais ça au moins je sais que ça fonctionne correctement alors que je sais que j'ai déjà eu des problèmes avec les autres. Et une fois dans cette petite fenêtre, il faut vérifier qu'une unité est bien égale à 1 cm pour que 3ds Max fonctionne correctement avec Unity, Unreal Engine, donc les deux moteurs de jeu gratuits les plus connus. La plupart des moteurs maison sur lesquels j'ai travaillé aussi avec une unité égale 1 cm, donc je trouve que c'est une bonne base. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, vous serez prévenu en amont, ou alors si vous travaillez sur un projet personnel sur un moteur que je n'ai pas cité, je vous invite à vérifier la valeur des unités dans le moteur par rapport à la valeur des unités dans votre logiciel 3D. En tout cas, si vous voulez aller dans Unity ou Unreal, mettez votre 3ds Max en centimètres et ce sera parfait. Par défaut, attention, la première fois que vous l'installez, 3ds Max va être en inches, en pouces. Donc pensez à le passer en centimètres. De même, si à un moment vous devez désinstaller 3ds Max et le réinstaller, pensez à faire ça en première manipulation, à rechanger votre logiciel en centimètres. Ok. Donc maintenant, je sais que ma théière, qui est sélectionnée, on peut le voir avec le petit contour bleu, ou le fait qu'elle soit en gris clair dans mon Scene Explorer, est à 43 cm sur X, 80 cm sur Y et 5 cm sur Z. Ce sont ses coordonnées. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez l'outil Create et vous avez le premier onglet qui permet de faire de la géométrie, donc avec des polygones, des vertex, etc. Vous avez aussi plusieurs types de géométrie. Pour l'instant, je vais nous inviter à rester dans Standard Primitive puisque c'est là où il y a tous les basiques. Et honnêtement, personnellement, je reste, disons, 98% du temps dans les standards primitives. Et même, j'en utilise que 3. Donc, moi, ce que j'utilise souvent, c'est la box. Donc, pour sélectionner un des objets à créer, il suffit de cliquer dessus. Ça apparaîtra en bleu clair, c'est l'outil qui est actif. Et vous pouvez venir cliquer-glisser pour créer votre premier cube. Hop, première box, cube, etc., etc. Alors attention, tant que le bouton est actif et en bleu, vous créez des box à l'infini. Si jamais vous voulez désactiver l'outil automatique, pensez à faire un clic droit dans votre scène. Hop, vous voyez, le bouton n'est plus actif, il n'est plus bleu. Je suis OK, je peux maintenant de nouveau me déplacer dans ma scène sans créer des milliers de cubes derrière moi. Donc il y a des box, il y a des sphères, pouf pouf pouf, parfait, des petites, des grandes, des cylindres.
hop, un torus. La fameuse tipote qui est le symbole de 3ds Max, c'est pour ça qu'il y a une tipote, hein. Chaque logiciel a son objet un petit peu fétiche, son objet 3D. Le cône, hop, la géosphère qui est un peu comme la sphère mais on verra que sa géométrie est différente. Le tube, la pyramide, un plane, donc c'est juste un grand polygone, ça c'est très pratique. Et de quoi écrire du texte, mais honnêtement, ça c'est pas très utile. Bonjour Onyx, tu viens nous tenir compagnie? Ou tu viens m'embêter? Ouais. Je ne vois plus mon écran, mon cher petit chaton. Merci. Je suis pas sûre que vous voyez quoi que ce soit non plus. Hop. Bref, là je me retrouve avec plein d'objets dans ma scène et je les vois aussi dans mon scène explorer. Ah bah ça n'a pas duré longtemps. Rebonjour. Vous venez m'embêter, monsieur chat? Très bien, en plein devant mes écrans. Parfait. Et je ne sais plus où j'en suis. Alors personnellement, je n'utilise la plupart du temps que les box, les planes, les sphères et les cylindres. Avec ces 4 objets, vous pouvez faire quasiment toutes les modélisations possibles et imaginables, quasiment tous les objets que vous voulez. Après, si vous devez faire un tuyau dans lequel vous pouvez entrer, autant utiliser directement le tube, ce sera plus rapide que de devoir creuser un cylindre, c'est sûr. Mais la plupart du temps, les objets de base, les 4 objets de base, le plane, la box, la sphère et le cylindre sont nettement suffisants. Si jamais vous travaillez par exemple sur votre sphère et que vous avez besoin de regarder ce côté-là de votre sphère, mais il y a le cylindre qui bouche la vue, ne vous inquiétez pas, vous pouvez cacher ou afficher des objets dans votre scène à n'importe quel moment. Par exemple, vous pouvez travailler uniquement sur votre sphère en cliquant sur ce bouton-ci, qui permet de isolate la sélection, d'isoler la sélection. Exemple, pouf, voilà. Donc les autres objets ne sont plus visibles, mais si je regarde dans mon Scene Explorer, ils sont toujours présents. C'est juste qu'ils ne sont plus visibles, comme ça ils ne gênent plus ma vue. Je peux recliquer sur le bouton pour les réafficher. Je peux aussi faire un clic droit tout simplement sur l'objet et Isolate Selection. Hop. Et c'est le même effet, vous voyez, ça a activé le bouton. Je peux aussi, directement dans mon Scene Explorer, choisir de cacher mes objets et de les réafficher. À côté du nom, vous voyez, il y a un petit œil qui veut dire si l'objet est visible ou non. Donc je peux venir cliquer sur les petits yeux des autres objets pour les cacher. Ou au contraire les réafficher si jamais je veux les réafficher. Donc ça c'est très pratique parce que souvent on se retrouve avec plein d'objets différents dans la scène et on a besoin de mettre un petit détail quelque part qui peut être caché par d'autres objets, donc on cache et on réaffiche. Et c'est très très bien. Ensuite, vous avez différentes vues possibles dans votre scène. Donc je parle pas cette fois-ci de la vue en perspective, la vue de top, etc. Mais de la vue en wireframe ou de l'affichage de la géométrie. Donc F3 typiquement va vous permettre d'avoir un affichage en wireframe de votre objet. Donc c'est cette vision en transparence où vous voyez uniquement justement la géométrie de votre objet, mais en transparence. Donc ça peut être pratique pour vérifier des partances, si vous avez un objet à l'intérieur de votre objet et que vous devriez le supprimer. C'est pratique pour plein de petites choses. Donc c'était F3 pour le wireframe. Wireframe ça veut dire fil de fer, je crois qu'on l'avait vu dans la vidéo précédente. Et c'est parce qu'on ne voit que les traits et les attaches entre les traits, les vertex. Très bien. Donc F3 pour en sortir aussi. Ensuite ce qui est intéressant c'est le raccourci F4. F4 qui va vous afficher votre géométrie, mais cette fois-ci pas en transparence sur votre géométrie. Du coup, vous vous rendez mieux compte de ce sur quoi vous travaillez. De toute façon, moi je ne travaille quasiment que en F4, sauf quand j'ai besoin d'avoir le point de vue du joueur. À ce moment-là, je reclique sur F4 pour me rendre compte de ce qu'il voit. Par exemple, pour vérifier que ma sphère est assez ronde ou non. Mais sinon, je suis tout le temps en vue F4. Ensuite, si vous êtes trompé, que vous avez fait n'importe quelle manipulation, hop, par exemple, là j'ai déplacé ma sphère, mais je voulais pas, ça va beaucoup arriver au début, mais ça va beaucoup arriver aussi à la fin, hein. On est tout le temps en train de faire des... C'est pas forcément des erreurs, mais on est tout le temps en train de faire des tests même pour vérifier si quelque chose est bien ou pas. Donc, il faut penser à pouvoir cliquer sur CTRL Z, hop, pour annuler toutes les actions qu'on a faites.
Vous avez aussi accès à la flèche ici, pouf, pour undo. C'est la même chose. CTRL Z ou undo, c'est la même chose. Mais du coup, vous avez aussi CTRL Y qui est le contraire, qui est le redo. Hop, vous voyez, qui me refait aller dans... c'est pas vraiment le futur, mais dans le passé du présent, le présent du passé. Bref, qui me refait aller vers l'avant. Alors que CTRL Z, c'est pour aller vers l'arrière. C'est un retour arrière, un retour avant. Donc, CTRL Z et CTRL Y. Dernière chose, pour cette vidéo, pour ce petit passage, on n'oublie pas d'appuyer sur CTRL S pour sauvegarder régulièrement. Alors, CTRL S, ou alors vous allez dans File, Save. Vous voyez, là, il y a le CTRL S. Et ça va vous permettre d'enregistrer votre fichier de travail quelque part. Donc ça enregistre en .max. .max, c'est le format de fichier qui est pour 3ds Max. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas ouvrir directement un .max dans Maya ou Blender, les autres logiciels 3D. Mais ça vous permettra de garder toutes vos petites étapes de travail et ça, c'est très pratique. Donc, par exemple, je vais l'appeler test. Pouf. Hop là, et je l'ai sauvegardé. Et maintenant, à chaque fois que je ferai CTRL S, ça me mettra à jour mon petit fichier que j'ai mis sur mon bureau et qui s'appelle test. Et si jamais je le ferme et je le réouvre, eh bien j'aurai tout à l'endroit où je l'ai laissé, c'est-à-dire à ce niveau-là. C'est important de sauvegarder régulièrement dans 3ds Max parce que si vous attendez trop de temps entre deux sauvegardes, ça veut dire que l'ordinateur doit garder plein de petites étapes compliquées en mémoire, parce que la 3D c'est lourd quand même au niveau de la mémoire. Donc plus vous gardez de temps entre deux CTRL S et plus il doit accumuler de choses dans sa mémoire, ce qui peut provoquer des crashs. Donc on sauvegarde régulièrement, toutes les 10 minutes, c'est pas mal. Pour cette vidéo, on a découvert l'interface de 3ds Max, on sait maintenant comment créer des objets basiques, on sait comment les déplacer, les pivoter et changer leur dimension. On sait comment annuler une action ou la refaire si on se rend compte que finalement c'était pas mal. Et on sait sauvegarder notre fichier. Lors de la prochaine vidéo, par contre, on commencera la modélisation du livre plus concrètement. Du coup, spoiler, à partir d'une box. Et oui. Merci à tous pour votre écoute, pour votre patience aussi. Et n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo si jamais vous en avez, parce que donc je commence tout juste mes vidéos, donc j'ai besoin qu'on me fasse des retours pour savoir si ce que je fais c'est bien, c'est pas bien. Typiquement, on m'a fait remarquer que dans la précédente vidéo, la musique était peut-être un petit peu trop fort par rapport à ma voix. Donc normalement sur cette vidéo ça va un peu mieux, j'ai baissé, mais n'hésitez pas à me prévenir si c'est toujours un peu trop le cas ou s'il y a d'autres points d'amélioration sur lesquels je pourrais travailler, puisque vraiment je commence tout juste à monter des vidéos, à créer tout ça, donc j'ai besoin de vous pour me dire ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne nuit, même s'il faut toujours dormir la nuit, c'est important. Les chats vous font des bisous, même si aujourd'hui on a eu la visite que de Onyx, et au revoir. Que vous allez faire n'importe quelle manipulation. J'ai dit vous allez dans... Ouh là 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 là, il a eu du mal.